Bonsoir. Au nom des Jésuites du Canada, j'ai le grand plaisir de vous souhaiter la bienvenue à notre webinaire La Frontera, un regard ignatien sur la frontière entre les États-Unis et le Mexique, présenté par le père Brian Strasburger. Avant de commencer, un rappel. Notre webinaire durera 90 minutes. Cela comprendra une présentation et une période de questions. Veuillez inscrire vos questions dans la boîte questions-réponses. Si vous les mettez dans la boîte de clavardage, nous pourrions ne pas les reconnaître. Vous recevrez un lien pour cette présentation enregistrée dans les 72 heures et veuillez vous diriger vers le canal français si vous voulez suivre l'interprétation en français. Nous allons commencer par la reconnaissance du territoire. Commençons par reconnaître les peuples autochtones de tous les territoires sur lesquels nous nous trouvons aujourd'hui. Au Canada, d'un océan à l'autre, nous reconnaissons les territoires ancestraux non cédés de tous les peuples inuits, métis et des Premières Nations qui étaient chez eux, sur ces terres. J'ai le grand plaisir de vous présenter le père Brian Strasburger. Il est un prêtre jésuite qui sert les communautés migrantes à la frontière entre les États-Unis et le Mexique. Il a étudié à l'Université de Saint-Louis, où il a eu une majeure en mathématiques. Il a ensuite étudié à l'Université Fordham, où il a obtenu une maîtrise en économie et développement international, et où il a étudié des problèmes affectant l'Afrique du Sud, dont le VIH-Sida. À ce moment-là, il a passé un été à travailler avec le service jésuite des réfugiés en Afrique du Sud et cela a approfondi son engagement auprès des populations marginalisées et déplacées. Pendant sa régence, il a été envoyé au Nicaragua où il a travaillé avec l'association Jean 23 pour travailler sur des petits projets de développement dans les communautés rurales. Il est maintenant le directeur de l'apostolat frontalier jésuite d'El Camino dans le diocèse de Brownsville, au Texas, où il répond aux besoins pastoraux et humanitaires à la frontière entre le Mexique et les États-Unis. Son travail porte surtout sur l'accompagnement des communautés migrantes dans le sens de l'engagement jésuite au service de la justice, de la dignité des personnes. Merci, Pat. Je suis heureux d'être des vôtres. À vous la parole maintenant. Très bien, merci. Merci d'être ici ce jeudi soir. Je vais vous parler un petit peu de mon expérience ici à la frontière entre le Mexique et les États-Unis et ce projet jésuite que nous avons qui est nouveau, qui est original et j'aimerais vous expliquer son origine, ce que nous faisons et pour vous parler, je dois vous parler aussi du contexte à la frontière entre les États-Unis et le Mexique. Alors j'espère que cela pourra vous aider dans votre propre engagement pastoral. Alors nous entrons dans une nouvelle ère politique à l'heure actuelle et je vais aussi commenter cette situation et après avoir parlé, je serai heureux de répondre aux questions et aux commentaires. Nous pourrons avoir un échange. Alors d'abord, je vais partager mon écran et j'ai quelques diapos que j'aimerais vous faire voir. Comme l'a dit, je m'appelle Brian Strasburger, je suis un prêtre jésuite. J'ai été ordonné à l'été 2021 à la Nouvelle-Orléans et pour ma première mission, mon provincial m'a envoyé pour faire partie d'une très petite équipe qui a été envoyée dans le diocèse de Brownsville au Texas. Nous n'avions jamais eu de jésuites présents à cela, donc nous travaillons surtout dans les centres de retraite, les écoles secondaires et les collèges. Mais le provincial nous a invités à aller donc, dans cette région à la frontière dont je vais vous reparler et à voir quels sont les besoins et comment nous pourrions essayer d'y répondre. La première chose que nous avons fait, ce qui semblait logique, c'était de rencontrer l'évêque, le Monseigneur Daniel Foran. Nous avons eu une conversation sur
ce que nous pourrions faire. Il nous a donné des directives qui sont devenues pour nous comme un appel. Il nous a dit, bien, je vais vous demander de faire ce que les jésuites savent faire. Et là, j'étais un peu nerveux, mais il a dit non, examinez la réalité et répondez à la réalité. Alors, il ne nous a pas demandé de prendre une paroisse, il ne nous a pas dit je veux une nouvelle école secondaire. Non, il nous a dit regardez la réalité et essayez d'y répondre. C'est ce que nous avons fait, ce que nous faisons maintenant depuis 4 ans. Et lire la réalité et y répondre, c'est nous a amené à fonder donc cet apostolat, donc Del Camino, et il s'agit d'offrir un service, du service religieux privilégié et préférentiel aux pauvres, en mettant l'accent sur l'accompagnement pastoral et le ministère sacramentel auprès de la population migrante des deux côtés de la frontière. Donc, notre ministère est itinérant. Nous avons une résidence ici à Brownsville, mais nous sommes une équipe mobile. Alors, nous n'avons pas ici un édifice ou une institution. Notre ministère est flexible. Et nous sommes en discernement. Nous pouvons constamment essayer de voir où il est plus utile de passer notre temps. En plus de mettre l'accent sur les soins religieux, nous offrons de l'aide humanitaire, nous collaborons avec différents intervenants et nous faisons aussi du travail de plaidoyer à propos des droits des immigrants. Mais je voulais quand même vous présenter d'entrée de jeu Del Camino. Alors, qu'est-ce que nous faisons en pratique? Eh bien, d'abord, nous célébrons la messe. Nous célébrons donc les camps et les refuges de migrants. Donc, du côté mexicain et du côté texan de la frontière. Nous installons un hôtel de fortune très souvent, nous apportons ce qu'il faut pour la messe, nous demandons aux personnes de se réunir, de s'asseoir sur des bancs, des chaises pliantes, et nous leur donnons l'occasion de réfléchir à la présence de Dieu dans leur vie et demander la grâce pour continuer jusqu'au lendemain. Et ce qui arrive, et c'est vraiment très beau avec la célébration de la messe, c'est que cela crée une relation de confiance très rapidement avec les migrants et très souvent, donc, ils sont très heureux de recevoir cela. Très souvent, ils ont été sur la route pendant des mois, ils n'ont jamais pas eu l'occasion donc d'avoir la messe. Et une grande partie de cette population est catholique. Alors de voir un prêtre donc arriver parmi eux, très souvent c'est la première fois qu'ils n'en ont pas vu depuis des mois, et de participer à la messe, c'est pour eux un temps de répit dans un itinéraire très difficile. Nous avons donc ça établit une relation de confiance, ça nous permet de faire plusieurs choses. Ça permet donc d'orienter les migrants par rapport à la dynamique frontalière. Ils reçoivent des renseignements d'un peu tous les côtés. Ils s'informent beaucoup sur les médias sociaux, c'est des messages sur WhatsApp, sur Facebook, TikTok. Une partie de cette information est bonne et leur est utile, mais une autre partie est tout à fait fausse. Alors nous pouvons les aider à s'orienter, à aller vers l'information qui est véridique. Alors, cela permet de les aider à s'orienter vers les bons services. Alors, nous pouvons être une ressource pour eux à cause des connaissances que nous avons pour des personnes qui arrivent à la frontière et qui doivent gérer donc la quantité d'informations qui leur arrivent sur les médias sociaux. Ensuite, nous recevons leur histoire, ils nous parlent de ce qui arrive, de ce qu'ils vivent, et nous pouvons essayer de faire passer donc ces témoignages vers des politiciens, des défenseurs des droits ou des ONG. Bon, très souvent, donc, nous pouvons remarquer qu'il y a une augmentation des enlèvements de migrants donc, dans telle ville ou l'autre. Ou alors, parfois, ça peut être tout à coup, donc, il y a un événement qui arrive, ça permet de prendre des photos et de les transmettre, de les relayer à des autorités. Pour nous, c'est une façon aussi de faire circuler l'information dans les deux sens. Mais tout cela part de notre célébration des sacrements et de la relation de confiance établie. Nous apportons aussi de l'aide humanitaire, des produits d'hygiène, des choses qui peuvent aider pour la cuisine aussi. Nous faisons aussi du plaidoyer au niveau local. Nous parlons avec les autorités frontalières mexicaines et américaines. Nous défendons des familles. Nous essayons de réunir des parents avec une petite nouveau-née qui est née au Mexique en décembre. Alors, les parents ont traversé la frontière et la petite fille elle est encore à l'hôpital.
au Mexique. Et alors, on pensait qu'ils pourraient se retrouver facilement. Ils ont confié leur fille à son oncle. Et là, on essaie de permettre à cet enfant pratiquement nouveau-né de retrouver ses parents du côté américain. Donc, c'est un effort de plaidoyer local avec les autorités douanières et frontalières. Nous faisons aussi du plaidoyer au niveau local. Nous parlons aux législateurs pour obtenir des réformes des politiques. Et nous avons aussi un effort de communication pour faire connaître notre ministère. Nous avons un bulletin de liaison et un balado. Alors, c'est un peu ce à quoi ressemble notre ministère. Mais j'aimerais revenir à cette question que Monseigneur Flores nous avait donnée, qui nous avait demandé de lire la réalité pour y répondre. Alors, regardons cette réalité. Alors, je vous parle depuis Brownsville, au Texas, qui est dans la vallée du Rio Grande, du sud du Texas. Alors, c'est la partie est d'une frontière de 2000 milles qui sépare le Mexique des États-Unis. C'est la frontière la plus fréquemment traversée au monde. Il y a 350 millions de passages légaux chaque année. Cette frontière n'a jamais été fermée et elle ne le sera jamais. Ça reste une frontière qui est réglementée et qui est très fréquemment traversée. La partie ouest, depuis San Diego jusqu'à Tijuana sur le Pacifique, jusqu'à El Paso, Ciudad Juárez. Donc, alors, ce sont des frontières donc, qui sont réglées par des traités, mais à partir de El Paso, c'est le fleuve Rio Grande qui sépare les deux pays. Et là, c'est la frontière entre le Texas et le Mexique. Cette frontière se poursuit jusqu'à ce que le Rio Grande se jette dans le golfe du Mexique. Alors, nous sommes dans la partie est, Brownsville du côté américain et la ville de Matamoros du côté. Donc, Brownsville du côté américain, Matamoros du côté mexicain. Alors, c'est la partie complètement à l'est de cette frontière du Rio Grande. Et c'est l'une des frontières, donc, les points les plus occupés, les plus fréquentés. Alors, je vais parler de la ville de Brownsville, qui est l'une des villes les plus pauvres aux États-Unis pour ce qui est du salaire moyen, du PIB aussi par habitant. Il y a des problèmes de diabète, d'obésité aussi dans la population. C'est donc une ville très pauvre aux États-Unis. Mais c'est aussi une ville très catholique. Donc, le Texas n'est pas un État reconnu pour être catholique. Aux États-Unis, donc, la population est à 20 à 25 catholique, mais ici, dans cette partie du sud du Texas, où il y a beaucoup de Mexicains américains, donc la population chicano représente 85 de la population. Mais même si c'est très catholique, il y a très peu de prêtres qui servent cette population catholique pourtant très nombreuse. Alors nous avons été taux les plus faibles de prêtres par catholique. Il n'y a que 70 à 75 prêtres pour une population de plus d'1 million de personnes. Alors, avec la pauvreté que nous connaissons ici, donc c'est l'une des plus pauvres de ce côté-ci de la frontière, mais notre présence est marquée par la réalité de la frontière. Alors, j'aimerais parler davantage de cela. Je dois commencer par parler de ce qu'est la politique d'immigration des États-Unis ce qu'elle a été dans les derniers mois de la présidence Biden, donc avant le 20 janvier. Alors, ça n'était pas une frontière ouverte. C'est une expression qu'on entend souvent utiliser, surtout dans les milieux conservateurs qui disent que c'est une frontière ouverte. Non, la réalité, c'est que c'était une frontière qui était très fortement réglementée et que la politique Biden, donc, a été une alternance de bâtons et de carottes en alternance régulière. Donc, la carotte, c'était un incitatif avec une application pour votre téléphone intelligent qui s'appelait CBP One. Vous pouviez utiliser cela pour prendre un rendez-vous. Alors, il y avait 1500 rendez-vous par jour
dans 8 points d'entrée le long de la frontière de 2000 milles. Alors après, vous pouviez donc demander un rendez-vous tous les jours. Après quelques mois, vous pouviez obtenir un rendez-vous, mais pour entrer légalement, vous pouvez obtenir donc une entrée provisoire et vous pouvez à ce moment-là demander un permis de travail et déposer une demande d'asile. Alors l'autre carotte, c'est ce qu'on appelait donc le programme humanitaire, donc CHNV, CHNV pour les gens de Cuba, Haïti, du Nicaragua et de Venezuela. Alors, si vous venez de ces 4 pays, que vous aviez un parrain aux États-Unis qui vous parrainait, vous pouvez à ce moment-là obtenir donc un permis d'entrée temporaire et demander un permis de travail et déposer une demande d'asile. Donc, ce sont les façons d'entrer légalement aux États-Unis. Mais à côté de cela, il y a eu une augmentation des pénalités pour les personnes qui n'utilisaient pas ces deux options. Alors, si vous entriez aux États-Unis sans un rendez-vous CBP-1, donc alors si vous ne savez pas comment utiliser cette technique, ou disons que votre situation est urgente, vous aviez des menaces des cartels mexicains, vous traversez le fleuve, à ce moment-là, vous vous retrouvez en territoire américain et vous dites, là, je regrette, je n'ai pas utilisé l'application. Ou alors, vous ne savez pas, écoutez, moi, je demande l'asile, je suis désespéré. Mais normalement, quand une demande d'asile est présentée, on devrait respecter cela en vertu du droit international. Mais déjà sous l'administration Biden, on a imposé de très fortes pénalités aux personnes qui traversaient la frontière sans avoir un rendez-vous CBP-1. Alors, à ce moment-là, les gens sont inéligibles à demander l'asile, sauf pour quelques cas très exceptionnels. Donc, c'est ce que j'appelle le bâton. Là, si vous n'utilisez pas l'une des deux voies légales, vous êtes très lourdement pénalisé. Alors, qu'est-ce qui est arrivé le 20 janvier? Eh bien, la nouvelle administration a mis fin donc à l'application smartphone CBP-1. Alors, la seule façon, donc la seule carotte qui existait a été supprimée. Maintenant, il n'y a pas moyen d'entrer de façon légale. L'application CBP-1 a été fermée et on a annulé tous les rendez-vous qui avaient été accordés. Donc, le 20 janvier, il y a des personnes dans des refuges donc, au Mexique qui avaient déjà des rendez-vous prévus pour le 21, le 22 jusqu'au 9 février parce qu'on donnait des rendez-vous sur 2 semaines. Et ils ont reçu un message à 11 heures pour dire que cette application ne peut plus servir à donner des rendez-vous et tous les rendez-vous donnés sont annulés. Vous pouvez imaginer donc à quel point les gens étaient catastrophés quand les gens qui étaient dans des refuges donc, depuis l'été, donc bien avant que les élections ne soient tenues, et qui essayaient de faire des choses comme il fallait, donc en obtenant un rendez-vous. Ils avaient finalement obtenu un rendez-vous et reçoivent tout à coup ce message en disant, nous n'allons pas respecter cet engagement à vous donner un rendez-vous. Et les personnes qui sont entrées au cours des 2 dernières années, et bien des personnes que nous connaissons, se retrouvent dans une situation très délicate parce qu'ils ont reçu donc un permis temporaire et le ministère a maintenant donné mandat donc aux officiers de l'immigration de révoquer ce permis de séjour temporaire à leur discrétion. Alors, tous les obstacles déjà mis par l'administration Biden, donc les bâtons sont toujours en place. Tous les obstacles ont été mis en place et tout ce qu'il restait à faire, c'était de supprimer les deux carottes. À ce moment-là, la frontière était fermée et comme ça n'était pas assez, le président a signé un décret disant qu'il y avait une invasion sur la frontière sud, lui donnant des pouvoirs exceptionnels pour refuser donc d'admettre les gens qui demandaient l'asile. Ça a été contesté en cours, mais pour l'instant, donc, il n'y a pratiquement aucun moyen de demander l'asile aux États-Unis à partir de la frontière sud. Alors, on parle aussi de déportation massive. Il y a eu déjà des déportations qui sont faites, mais c'est pratiquement le même nombre que ce que nous avions pu observer lors des administrations précédentes. Il y a eu des arrestations ciblées à travers le pays, mais c'est difficile d'expulser les gens comme cela. Il y a quand même certaines procédures légales à suivre. Alors, nous pensons qu'il y aura sans doute des déportations plus importantes qui vont commencer bientôt. On a séparé des familles, on détient des enfants. Ces choses-là vont sans doute recommencer. C'est des choses qu'on a observées pendant la première administration Trump. Les gens qui demandaient l'asile devaient attendre au Mexique
avant de pouvoir recevoir une décision du tribunal. Alors, le titre 42, c'est une mesure prise pendant la pandémie à cause de la COVID. On n'acceptait personne dans le pays, on les expulsait immédiatement. Alors, ça non plus, donc ça n'a pas encore été appliqué, cela non plus. C'est des choses dont on parle, des rumeurs circulent, mais ça n'est pas encore appliqué. Alors, quelles sont les conséquences de cette politique? Eh bien, ça veut dire que l'accès des migrants et des demandeurs d'asile aux États-Unis est effectivement supprimé. Si vous avez un visa, si vous n'avez pas un visa ou un passeport américain, vous ne pouvez pas entrer aux États-Unis. Alors, nous, au lieu d'accueillir donc des migrants, nous sommes plutôt comme un country club protégé par de hautes clôtures. Du côté américain, les abris pour les migrants sont pratiquement vides puisque personne ne peut arriver. Et alors, ce sont des abris temporaires où les gens vont en attendant d'aller dans leur destination à travers les États-Unis. Il y a très peu de personnes qui restent dans cette région-ci. Ils ont des amis ailleurs aux États-Unis. Du côté mexicain, les migrants ont 4 options de base. Première, c'est que comme il n'y a pas de façon légale d'entrer dans le pays, ils peuvent envisager d'autres méthodes pour entrer aux États-Unis. Donc, il y a des passeurs, donc euh, ils les aident à passer aux États-Unis sans être repérés par les services frontaliers. Mais à ce moment-là, il y a entre 12 et 15 000 dollars à payer pour que des passeurs vous fassent traverser aux États-Unis. Pour bien des gens, c'est hors de prix. D'autres ne veulent pas non plus enfreindre la loi. Il y a vraiment très peu de personnes qui font cela. Il y a des gens qui rentrent chez eux s'ils estiment que ça n'est pas trop dangereux, parce qu'il y a bien des gens qui ont fui la violence et l'insécurité dans leur pays d'origine. D'autres, parfois, ne se sentent pas en sécurité dans leur pays d'origine, mais ils ont leur famille là-bas, mais ils ont aussi la famille aux États-Unis. Mais ceux qui peuvent revenir dans leur pays d'origine le font parfois. D'autres ont essayé de se réinstaller au Mexique. Par exemple, une famille haïtienne ou vénézuélienne va aller vivre dans une grande ville comme Monterrey ou Mexico, Guadalajara, alors, en essayant de trouver du travail, d'envoyer leurs enfants à l'école et de s'installer là-bas, en tout cas pour un certain temps. Et il y en a d'autres qui attendent encore dans des refuges, des camps. Très souvent, c'est une mère célibataire avec ses enfants qui ne peut même pas gagner sa vie parce qu'elle doit s'occuper de ses enfants. D'autres fois, ce sont des gens qui ont été kidnappés, enlevés au Mexique, qui n'ont plus de documents valides, ils n'ont ni passeport, ils n'ont aucun statut, ils peuvent être arrêtés, détenus et expulsés. Alors, ils vivent donc dans des refuges, essaient aussi d'envoyer leurs enfants à l'école et cherchent de petits emplois dans les petites villes, donc à proximité de ces camps de réfugiés. Ça, c'est la situation des gens à la frontière actuellement. Alors, c'est un peu la réalité là-bas. Alors, l'évêque nous a demandé donc de lire, d'analyser la réalité et d'y répondre. Et alors, qui répond? Quelle est la réponse que nous observons depuis quelques années ici à la frontière? Alors, est-ce que le gouvernement répond? Alors, il y a un soutien humanitaire très limité ou pratiquement inexistant de la part du gouvernement fédéral américain-mexicain. Le Mexique s'intéresse surtout à maintenir l'ordre à l'intérieur du pays pour empêcher les migrants de remonter vers le nord, vers la frontière. Donc, leur stratégie, ça a été gardons donc les migrants loin de la frontière américaine. Les autorités, donc si les autorités mexicaines trouvent un migrant sur la route entre deux villes, ils vont ils ne vont pas donc les expulser parce que ce serait compliqué au niveau légal. C'est un processus qui est trop long. Mais ce qu'ils peuvent faire facilement, c'est de les mettre dans un autobus et de les envoyer dans le sud du Mexique, à la frontière du Guatemala. Alors, les villes à la frontière sud du Mexique sont pleines de migrants. Alors, Villahermosa, enfin, les différentes villes donc, qui sont à la frontière du Guatemala. Alors, le Mexique continue d'obliger donc ces migrants à vivre dans le sud du Mexique. Alors, il déplace donc la dynamique de la frontière nord vers la frontière sud du Mexique, une partie du pays qui est extrêmement pauvre et qui est très insécuritaire.
Comment le gouvernement américain a-t-il répondu? Ben, alors, on a coupé donc les financements pour les refuges ou les ONG. Ils ont criminalisé les migrants dans le pays et les ont ciblés pour des détentions et des déportations. C'est la façon dont le gouvernement américain a réagi. Et pour l'État du Texas, eh bien, le procureur général de l'État a essayé de lancer des procès contre des ONG qui offrent de l'aide humanitaire aux migrants en les accusant de faire de la traite des personnes illégales, ce qui est évidemment faux. Le gouverneur de l'État donc, a dépensé 11 milliards de dollars dans un projet qui s'appelle Opération Lone Star. C'est 11 milliards donc, en septembre, qui est un programme donc, de busing qui déplace donc, des migrants qui installent des fils barbelés à la frontière, même sous l'eau. Parfois, il y a des migrants qui se sont blessés gravement en essayant de traverser le fleuve. Et il y a aussi de plus en plus d'appui donc, de l'administration, de l'État pour les politiques anti-immigration. Donc, c'est la réaction du gouvernement, donc criminaliser les migrants, leur compliquer la vie et les expulser. Et les médias, comment réagissent-ils? Alors, il y a des expressions qu'utilisent les médias pour parler de la crise migratoire à la frontière. Alors, dans le contexte des élections, on a beaucoup parlé donc de la crise frontalière ou de la crise migratoire. Le cardinal Cherney dit que on ne peut jamais parler de la migration comme d'une crise. La migration est une des choses les plus humaines qu'on puisse faire. Moi-même, donc, j'ai migré donc 5 fois au moins quand j'étais jeune. Mon père avait des emplois à différents endroits, donc nous nous sommes déplacés. C'est une réaction normale, en particulier si vous recherchez la sécurité pour faire vivre votre famille. C'est un phénomène humain, ce n'est pas une crise. Une crise peut devenir une crise humanitaire provoquée par les politiques des gouvernements. Ça, c'est la crise à laquelle il faut répondre, mais pas le fait que les gens cherchent à se déplacer. Aux États-Unis, nous aimons malheureusement parler des migrants illégaux, en particulier dans les médias. Et à mon avis, c'est une façon très, très abusive de qualifier cette population. Alors, si un migrant, par exemple, avait traversé entre des points d'entrée et qu'il s'est installé aux États-Unis, les gens vont s'installer dans le pays. Très souvent, ils peuvent avoir donc des papiers, mais on les qualifie de migrants illégaux parce qu'ils sont entrés entre les points d'entrée officiels. Au fond, c'est pas un crime, c'est simplement donc un méfait. C'est l'équivalent d'une amende pour un excès de vitesse. Une autre façon, c'est qu'on parle du CBP One Act comme d'une application illégale. Le nouveau président de son administration essaie donc de dire que tous les migrants qui ont utilisé cette application, donc cette application posée par le gouvernement pour entrer au pays, on les qualifie maintenant de migrants illégaux parce qu'eux décident maintenant que cette application est désormais illégale. Mais à l'époque, c'était parfaitement normal, c'est tout à fait justifié d'utiliser cette application. Alors, un autre abus, c'est cette façon de parler d'une invasion. Chaque fois que j'entends ce mot, je m'attends toujours à ce qu'il y ait des bombes qui tombent et des gens qui arrivent, à assaillir notre ville. Mais il n'y a pas d'invasion là. On peut se promener tranquillement dans la ville de Brownsville, même si vous avez des milliers de personnes qui passent les frontières chaque jour. C'est très contrôlé, réglementé par les autorités migratoires et par les patrouilles, frontalières. On peut se promener dans la ville sans même savoir ce qui se passe. Donc, quand c'est décrit comme une invasion, c'est outrageux, surtout quand je pense à des situations comme à Gaza ou en Ukraine, dans des endroits, dans des lieux où les gens sont réellement bombardés chez eux. Et donc, c'est ça les médias.
il y a une présentation, une fausse présentation des migrants, puis ces histoires de migrants qui mangeaient des animaux domestiques. Et donc ça, c'est le genre d'histoires qui sont relayées. C'est pas la réalité des frontières dont on parle, c'est pas les migrants qui sont affectés par les politiques, c'est des fausses histoires inventées qui circulent. Et puis les politiciens dans les médias utilisent des termes comme il faut sécuriser les frontières et c'est relayé aussi par les officiers de la protection frontalière, alors que ce que l'on fait, nous, aux frontières, c'est humanitaire. On augmente la sécurité, on veut prévenir le trafic de personnes et d'armes aussi qui viennent du sud du Mexique et qui proviennent des contrôlés par les cartels et le passage de narcotiques, etc. Bien sûr qu'il y a du travail à faire, mais souvent c'est faussé, cette réalité que l'on veut projeter. Donc, qui répond en fait à cette réalité frontalière? C'est les ONG, c'est les organisations à but non lucratif, les organisations caritatives catholiques. Ceux qui connaissent Norbert vont le reconnaître au milieu dans la photo. Donc, les organisations charitables catholiques, les ONG locales, ce sont des ONG qui gèrent l'aide humanitaire, qui gèrent les refuges, qui organisent des activités éducatives d'aide pour les enfants. Alors, comment qu'est-ce que l'on pense de notre propre réponse? Donc, notre réponse est une réponse catholique, c'est-à-dire ancrée dans notre foi catholique et dans notre tradition. Quand j'ai rencontré l'évêque, il a cité ce passage d'Evangelii Gaudium qui va vraiment au cœur de notre ministère. Pape François disait, je veux dire avec regret que la pire discrimination dont souffrent les plus démunis, c'est le manque d'assistance spirituelle. La grande majorité des pauvres ont une ouverture particulière à la foi. Ils ont besoin de Dieu. Nous ne devons pas manquer de leur offrir notre amitié, bénédiction, notre parole, célébration des sacrements. Notre option préférentielle pour les pauvres doit se traduire principalement par une attention religieuse privilégiée et préférentielle. Tellement de discrimination contre les personnes les plus démunies, et c'est la pire des discriminations. Ce n'est pas le manque d'aide humanitaire ou de logement ou d'aliments, c'est le manque de soins spirituels, parce qu'on leur refuse l'accès aux sacrements et à l'Église. On parle beaucoup de l'option préférentielle pour les pauvres. On a étudié ça dans l'enseignement social catholique, mais le pape François nous apprend, en fait, nous donne l'exemple de comment vraiment pratiquer cela. Et à Brownsville, on essaye d'aider les plus pauvres dans nos diocèses et surtout les migrants qui sont accueillis dans les refuges. C'est ça qui façonne notre travail. Alors, comment est-ce qu'on s'y prend? Certains des refuges que l'on visite sont, par exemple, Casa de Migrante et puis Reynosa. Et on visite les différents sites de répit, les centres de répit à McAllen, au Texas. On visitait le Pumarejo Shelter à Matamoros et on a également visité plusieurs centres aux États-Unis pour les mineurs non accompagnés, des jeunes moins de 18 ans qui arrivent à la frontière sans aucune famille. Et une fois qu'ils sont accueillis, on les place dans des centres pour s'assurer ou dans des structures pour s'assurer qu'ils ne fassent pas l'objet de trafic humain et qu'ils soient ensuite remis à un membre de la famille désigné ou à des familles d'accueil. Et donc, souvent, on célèbre également des messes avec ces jeunes. À un moment donné, on a suspendu ces services parce qu'on avait moins de jeunes, en fait, qui arrivaient. Alors, j'ai parlé beaucoup de la réalité, de ce que l'on fait, mais j'aimerais aussi vous partager des histoires parce que c'est ça qui vient chercher, qui vient nous chercher, qui touche nos cœurs. Donc, chaque migrant a sa propre histoire et j'aimerais vous en partager quelques-unes
avant de vous expliquer comment est-ce que l'on encourage, dans le fond, les gens à répondre à cette réalité. Ensuite, prends vos questions. L'histoire de Catalina et de ses enfants. Elle a 4 enfants, elle est mère seule, elle a quitté le Venezuela après que sa mère ait été assassinée et elle était, engagée, j'essaye de trouver le terme en anglais, elle était engagée auprès en fait, dans un processus, légal pour, comprendre qui étaient les responsables du meurtre de sa mère. Donc elle a je m'excuse, elle est colombienne. Tout ça, c'est arrivé en Colombie, pardon. Donc elle est arrivée aux frontières, à la frontière entre le Mexique et les États-Unis. Quand elle est arrivée à la frontière, elle a été kidnappée, elle a été enlevée. Elle avait eu un rendez-vous avec l'application et quand elle a été relâchée, elle était accueillie dans un refuge et s'est rendue compte que son rendez-vous avec, CBP avait été annulé. Alors une des choses que j'ai trouvées vraiment émouvantes, c'est quand, le père Flavio, un membre de notre équipe, a proposé de baptiser et de donner la première communion à ses enfants aux enfants et Cataline a été la première à vouloir y participer. Alors, imaginez qu'elle a rien, elle n'a pas de papier, elle a été kidnappée, mais elle veut profiter de ce moment pour, donner les sacrements à ses enfants. Alors, imaginez cette situation. Et donc il y a quelques semaines, on a eu notre première rassemblement de catéchisme et c'est à cette occasion aussi que les parents, font baptiser leurs enfants. Alors on parle de choses vraiment de base. Quelle est la valeur symbolique des bougies, de l'eau, des habits, du blanc, et cetera. Alors dans la photo, on voit Catalina qui était juste à côté de moi et elle écoutait absolument tout. À un moment donné, elle m'a regardée, elle m'a dit: «Père Brian, je suis ici pour apprendre». C'était pas passif là, c'était pas juste pour passer le temps et baptiser ses enfants, elle était très, très engagée. Et toujours, elle est restée comme ça, elle est restée très engagée depuis, toujours active, à poser des questions, à chercher des réponses et donc très, très engagée dans son parcours de foi. Alors, quand je pense aux migrants, je pense à l'histoire de Catalina, de comment elle a quitté son pays, sa mère est assassinée, elle amène avec elle ses 4 enfants. C'est une femme de foi profonde. Et c'est ça le profil des migrants auxquels on refuse l'asile, l'accueil et la sécurité aux États-Unis. Notre exemple, c'est Kaylee et ses enfants, Ashley et Thiago. Alors, imaginez un mur en ciment qu'on appelle un refuge, mais c'est trop généreux même d'appeler ça un refuge. Et les gens vivent là dans des tentes, dans des minuscules maisons qui sont infestées d'insectes. Et alors souvent, il faut tout enlever, tout brûler parce que c'est infesté d'insectes. Donc des conditions terribles. Mais on leur rend visite 2 fois par semaine, on célèbre la messe. Et depuis le 20 janvier, le profil des migrants a changé. Surtout ceux qui viennent à la messe. C'est devenu de plus en plus des messes pour les enfants. Comme vous le voyez dans la photo au milieu, la plupart, c'est des enfants, ils ont hâte. Quand on arrive, quand on est arrivé il y a 2 semaines et on était là pour célébrer la messe, tous les enfants étaient en train de jouer. Thiago, qui est, en bas à droite dans la photo du milieu, qui porte un t-shirt noir et des jeans, il, il s'est levé et il a commencé à crier: «C'est la messe, c'est la messe!» Alors tous les enfants se sont ralliés à lui et ils ont quitté leur jeu, se sont précipités vers, la cuisine, là où on célèbre la messe. Alors c'est extraordinaire de voir combien ils sont engagés, combien ils ont hâte. Ils ont hâte à vivre ça, les conversations, les échanges, la célébration, apprendre les prières, les réponses. Pour eux, c'est vraiment très motivant et
Imaginez qu'il n'y a pas de ressources là-bas. Les migrants ne sont pas en sécurité parce que juste derrière les tentes, il y a tous les cartels qui sont prêts à enlever des gens, à les kidnapper pour obtenir des rançons. Donc les gens se sentent vraiment prisonniers, ils ne quittent pas leur refuge parce qu'ils ont peur. Il y a des Mexicains à l'extérieur qui viennent aussi essayer de vendre des chargeurs, des recharges ou des cartes téléphoniques et ils arrivent pour essayer de les convaincre à se faire envoyer de l'argent par les familles, mais les gens se sentent prisonniers là. Joe Noya, un des jésuites de notre communauté, qui est en formation pour être ordonné, à célébrer son anniversaire à la fin du mois de février. Alors, les enfants l'ont béni et c'était vraiment drôle de voir tous ces enfants qui levaient les mains vers lui. Alors, il s'est agenouillé, il a baissé la tête et tous les enfants ont placé leurs mains sur sa tête pour le bénir et prier pour lui. Et il y avait également Kelly, la maman des 2 enfants, Tiago et Ashley, et elle est toujours à la messe. Elle vient nous rejoindre et elle me parlait du fait qu'elle essayait de réobtenir un rendez-vous au CBP One avec l'application, mais il n'y a rien qui se passe. Alors, ils ne savent pas trop quoi faire. Pour le moment, ils restent dans le refuge et on les voit régulièrement lorsqu'on va leur rendre visite. Une autre histoire que j'aimerais vous partager, c'est une histoire d'espoir. C'est une histoire positive, je dirais, qui est inspirante, surtout dans les moments les plus difficiles. C'est l'histoire de Nessie et de ses enfants, Dylan et Alexa. Donc, Nessie, ses enfants viennent du Honduras, une situation difficile, c'est une mère seule. Elle est arrivée à Reynosa, au refuge, il y a un an, et a essayé d'obtenir un rendez-vous avec l'application CBP One. Maintenant, Dylan, le petit garçon, aime chanter. Il chante de façon terrible, mais il demande toujours à à chanter au micro et les gens sont heureux de l'entendre. Les gens sourient alors qu'il chante et c'est un garçon très engagé aussi. Il s'assoit à côté de nous et parfois il vient me voir et me dit: «Je t'aime beaucoup, Père Brian, merci de t'asseoir avec moi». Un enfant vraiment, lumineux et quand après avoir été, dans le refuge pendant 4 mois, ils ont réussi finalement à rentrer il y a moins d'un an et ont voyagé jusqu'à la Caroline du Nord où la sœur de Nessie vit et donc la famille s'est réunie de nouveau et ils nous ont envoyé une photo de l'aéroport. C'est la photo qu'on voit au milieu et les enfants maintenant vont à l'école. Nancy a obtenu un permis de travail. Elle essaye de faire tout ce qu'elle peut. Elle travaille à Walmart le soir et le jour, elle travaille à une école locale pour essayer d'avoir assez d'argent pour élever sa famille. À la fin de novembre, j'ai reçu un message d'elle alors qu'on commençait la saison de l'Avent et régulièrement, elle communiquait avec moi. Alors, j'ai trouvé ça bizarre qu'elle appelle à ce moment-là. Elle m'a envoyé quelques photos des enfants, un message vocal de Dylan. Et ensuite, elle m'a dit, la raison pour laquelle j'appelle, c'est que Noël approche et puis on pense à toutes les bénédictions que l'on a dans notre vie. Et j'ai repensé à ces 4 mois où j'ai vécu dans le refuge et j'aimerais faire un cadeau au refuge pour Noël. J'aimerais envoyer 100 $ pour aider les gens dans ce refuge. Alors imaginez la générosité. Une maman seule qui élève ses 2 enfants, qui a deux emplois pour essayer de joindre les 2 bouts et elle était prête à faire ce cadeau. Alors, j'ai parlé à certains des migrants qui avaient également transité par le refuge et j'ai lancé cet appel pour qu'ils participent eux aussi aux dons. Et c'est comme ça qu'on a réussi à faire une levée de fonds et atteindre un 600 $ de cadeaux pour les migrants ici dans le refuge.
Alors, une autre fois, je pensais donc à l'histoire de cette veuve dans l'Évangile qui était prête à donner même le peu qu'elle avait. Et ça me rappelle un petit peu l'histoire d'Onès qui a pris, qui a gratté dans le peu qu'elle avait dans sa boîte à la maison pour pouvoir donner. Alors, c'est une merveilleuse représentante de un symbole de notre foi chrétienne, un être humain extraordinaire. Elle me pousse à être moi-même une personne plus généreuse, plus sensible. Alors, voici certaines des histoires que je voulais vous partager. Alors, je voulais vous montrer maintenant cette carte pour vous montrer que l'immigration, c'est pas juste une réalité frontalière, c'est partout aux États-Unis. C'est ça les destinations où les migrants se rendent. Après ces 4 ans, je travaille aux frontières. Donc, pratiquement dans tous les États, on voit un marqueur, un point rouge. Même dans les États comme le sud et le nord du Dakota, le Montana, Wyoming, même dans ces États-là, il y a des migrants dans toutes les communautés. Et ils sont là pour enrichir notre pays, enrichir nos communautés, nos églises. Et souvent, quand on parle d'immigration, on parle des frontières, mais la vérité, c'est que les migrants sont entièrement partie de nos communautés, participent pleinement à la vie de nos communautés partout dans notre pays. Et c'est une richesse pour notre pays et pour nos cultures. Alors, comment est-ce que je peux y répondre? Vous vous poserez peut-être cette question. Alors, je vais parcourir ça rapidement. Alors, première chose, une invitation à venir et voir. Même si l'immigration est présente dans toutes les communautés, les frontières sont tellement mal représentées lorsque on en parle que quand on voit de ses propres yeux, on comprend bien des choses. Alors, toutes les communautés au Canada, aux États-Unis accueillent des migrants. Et je reçois toujours des messages des migrants qui me posent des questions. Est-ce que je peux aller en cours? Est-ce que je peux chercher un travail? Est-ce que je peux envoyer mes enfants à l'école? Ce sont des temps incertains, mais c'est important d'être présent. Et bien sûr, les gens peuvent appuyer des organisations qui œuvrent auprès des migrants à travers des ONG. Donc, on a toujours besoin comment dire, de choses de base qui peuvent aider les migrants. Et puis, l'autre invitation, c'est celle de plaider en faveur du changement, donc être une voix pour les sans-voix. Et les migrants n'ont pas de vote, n'ont pas de droit de parole dans notre système politique. Donc, ça devient une cible très facile. Trump, pendant sa campagne présidentielle, parlait des migrants, les démonisant, criminalisant, disant que c'est la source de tous les problèmes. C'est une population que c'est facile de cibler parce qu'ils ne votent pas. Et c'est comme dire les catholiques sont la source de tous nos de tous nos problèmes. Mais ce ne serait pas possible parce qu'il y a beaucoup de catholiques, mais les catholiques se lèveraient, feraient entendre leur voix et diraient que ce n'est pas, que c'est pas comme ça. Alors que si on n'a pas de voix, on ne peut pas se défendre. Les migrants ne peuvent pas voter pour eux-mêmes. Donc, important d'essayer d'être une voix pour les sans-voix. Canada, aux États-Unis. Dans ce pays en particulier, il faut qu'on s'adresse à nos représentants pour qu'ils se lèvent contre ces mesures, cette interdiction du droit d'asile et contre les déportations massives que souhaite notre président. Et puis, vous pouvez toujours nous aider nous soutenir en écoutant notre podcast. Alors, on a toujours des nouveaux épisodes. Si vous avez Spotify ou Apple Podcast, vous pouvez télécharger notre podcast, Jesuit Border Podcast. Et
On a récemment, partagé une entrevue avec le directeur des services pour les réfugiés, services jésuites pour les réfugiés, basé à Bruxelles. Alors, très intéressant également comme entrevue. Sur cela, je vais clore ma présentation. Je vais arrêter mon partage d'écran. Alors, je sais que je vous ai partagé beaucoup d'informations, parler de la réalité ici, mais on a encore du temps pour échanger. Alors, je vais demander à Pat de m'aider à, donc à animer cette session de questions-réponses. Merci, Brian. Beaucoup d'enjeux et de défis qui nous poussent à réfléchir et approfondir cette présentation. Alors, avant de passer aux questions, je j'aimerais vous demander si vous pouviez nous parler de cet enjeu dont vous m'aviez parlé, du vin et de l'Eucharistie. Alors, je dois dire que je me suis trouvée dans une situation d'urgence parce que avec la situation qu'il y a au niveau des frontières, c'est complexe. Alors, mais ce n'est pas juste là que les sacrements sont nécessaires, c'est également dans les prisons, ailleurs. Donc, pour ça, il a fallu euh, présenter donc les items qu'on amène pour qu'ils soient approuvés par la sécurité. Et j'ai présenté donc avec le masque, le calice et le vin. Mais le vin est interdit. Et comme je leur expliquais, j'ai besoin du vin et du pain pour pouvoir célébrer la messe, pour pouvoir célébrer l'Eucharistie, même si c'est consommé uniquement par le prêtre, les deux doivent être présents pour célébrer la messe. Alors, j'espérais qu'il y ait eu un malentendu. Alors, je regardais la sécurité, je sais qu'ils ont une politique bien précise pour le vin qu'on utilise pour les sacrements. Alors, je me sentais vraiment frustrée d'imaginer de me retrouver dans une situation où, en fait, on empêchait un catholique de pouvoir célébrer la messe. Donc, je me trouvais comme un détenu parce que je ne pouvais pas amener un minuscule contenant de vin pour célébrer la messe. Alors, c'est une situation absurde là qui m'a beaucoup inquiétée, mais malheureusement, c'est aussi une expression de la réalité où l'on vit maintenant. Pouvez-vous nous parler un petit peu de votre travail au Mexique? Comment vous naviguez pour travailler d'un côté et de l'autre des frontières, étant donné les politiques des deux pays? C'est intéressant de travailler dans une réalité, double réalité comme celle-là. Alors, c'est sûr que notre équipe est facilitée parce qu'on est des citoyens américains, donc c'est très facile de passer les frontières avec le passeport américain. On a également un Sentry, c'est un pass express qui nous permet de rentrer plus vite et de rentrer et sortir plus vite du pays. Donc, c'est vrai que c'est un privilège et c'est très facile pour nous. Normalement, même un citoyen américain peut se retrouver à attendre peut-être 3 heures aux frontières, alors que nous, on a comment dire, une file dédiée qui va beaucoup plus vite. Alors ça, c'est un gros privilège pour nous. Et l'évêque de Matamoros, Sereno, ça a été également très, très aidant. Il a appuyé notre travail pour célébrer les sacrements là-bas. Et donc, on est en partenariat avec beaucoup d'organisations mexicaines, avec des refuges au Mexique. Et il y a vraiment des douzaines d'organisations des deux côtés de la frontière avec lesquelles on collabore sur base régulière. Et rien de tout ce que l'on fait serait possible si on n'avait pas donc ce soutien solide. Dans les refuges, il y a des hommes ou c'est surtout des femmes et des enfants? Actuellement, dans la plupart des refuges, maintenant, il y a essentiellement des femmes et des enfants.
Dans certains cas, il y a le mari, la femme et les enfants, mais un homme adulte seul, normalement, on ne les trouve pas. Donc, la plupart sont rendus à Monterrey, Mexico, la ville de Mexico, euh, parce que c'est plus sécuritaire. Mais pour les familles, s'ils n'ont pas de documents, ils restent parfois dans les refuges pendant longtemps. Parfois, l'homme s'en va pour chercher du travail sur des sites de construction ou autres, mais la mère habituellement reste au refuge avec les enfants. Il y a quelques hommes, mais généralement, ils sont avec leur famille. Il y a quelques femmes seules, mais pas d'hommes seuls. C'est vraiment uniquement s'ils ils sont là, c'est-à-dire il y a des hommes adultes uniquement avec leur famille. Mais ça, c'est la situation maintenant, le 20 mars. Est-ce que vous avez des questions de la part de ces personnes sans papier qui peuvent être sujets à des déportations et également au Canada? Alors, la plupart des gens qui sont venus à la frontière et qui sont restés dans les refuges sont rentrés avec des papiers finalement. Et je reçois beaucoup de questions même de cette tranche de la population qui est sans papier. Donc parfois, j'ai des questions. Ils me posent des questions sur l'option Canada. Et l'autre chose que j'ai constatée récemment, c'est que maintenant que la frontière est fermée, qu'on ne peut pas rentrer dans le pays, les gens trouvent beaucoup de choses en ligne, c'est-à-dire beaucoup de propositions de visas vers les Canada ou vers les États-Unis pour vivre et pour travailler. Donc, j'étais avec une jeune femme de l'Honduras et sa fille. D'ailleurs, c'était l'anniversaire de la petite fille qui a 13 ans aujourd'hui. Et sa maman me disait, j'étais sur ce site web, ça a l'air legit, mais il y a les liens, tout est vérifié, et cetera. Elle a échangé avec eux et ils offrent un visa pour venir au Canada. Alors maintenant, ils sont arrivés au point où la personne sur WhatsApp demande 500 $ pour le visa, pour obtenir un visa. Alors j'ai pris des captures d'écran pour prouver que c'est des scams, que c'est de l'hameçonnage. Donc les gens essaient de trouver toutes les façons possibles pour exploiter les migrants, surtout parce que ils sont très vulnérables et donc si vous vous rendez visible sur internet, c'est facile ensuite de commencer à offrir, voilà, le visa, je vais remplir les paperasses pour vous, je vais vous demander un peu d'argent et ensuite, heu, la personne prend l'argent et disparaît. On n'a aucun recours. Donc on voit beaucoup de ces sites d'hameçonnage de plus en plus, malheureusement. Est-ce que vous avez, rencontré de l'opposition même au sein de l'Église par rapport à votre travail? Si c'est le cas, comment est-ce que vous gérez cela? Comment est-ce que vous répondez à cela? On a eu surtout des réactions, des réponses positives. Beaucoup de gens qui nous ont encouragés. Quand la nouvelle administration est arrivée, on a envoyé un bulletin pour expliquer la situation. On a reçu beaucoup, beaucoup de réponses positives, d'encouragement. Les gens nous disaient: «Merci pour ce que vous faites, ça doit être très difficile, on vous porte dans nos prières», et cetera. Donc vraiment, j'ai eu, des réponses vraiment émouvantes de la part de certaines personnes, mais parfois on croise des gens qui ont des opinions différentes et je suis toujours prêt à en discuter, surtout avec des catholiques parce que, ce que je constate, c'est qu'il y a beaucoup de malentendus et de visions ou de positions anti-migrants qui sont très peu éclairées. Alors, j'essaye de démystifier un peu ça et donc la façon ignatienne, c'est de rencontrer les gens là où ils sont, de leur poser des questions sur, leurs doutes, sur, ce qu'ils croient et essayer de les rejoindre de cette façon-là. Parfois, je fais cette présentation et parfois, il y a des réactions très, très, dures. On a du mal à discuter
Mais la personne, à un moment donné, disait en fait, il avançait de la une rhétorique anti, migrants qui était tout à fait, alimentée par la mauvaise information. Alors je me suis dit: «On peut pas trouver un terrain d'entente, mais on a quand même réussi à trouver un terrain d'entente en disant que les personnes que j'aide, ce sont des personnes que j'aime et je suis, heureux qu'il puisse, rencontrer, croiser sur son chemin également des migrants qu'il va apprécier. Alors, j'essaie de trouver des points de rencontre dans le fond lorsque j'ai ce genre de conversation. Les gens qui me parlent généralement de ces choses sont bien disposés et sont prêts à encourager le travail que nous faisons, mais je suis toujours prêt à discuter avec quelqu'un qui a des opinions différentes parce que souvent, donc, les différences d'opinion viennent de ce que les gens sont mal informés. Qu'est-ce que vous pensez des tensions entre la migration comme phénomène humain et les lois des pays? Ah, merci, c'est une très bonne question. Nous vivons avec cette tension. L'Église elle-même reconnaît que dans un monde d'États-nations, c'est ce que nous avons actuellement. C'est pas la loi divine, c'est la loi humaine. Les États-nations, ça n'a pas toujours existé, mais c'est la réalité actuellement. Avec des États-nations, les États ont le droit de créer des lois pour se protéger, pour réglementer la migration. Moi, je n'ai pas de problème avec les réglementations, surtout quand on veut assurer la sécurité des pays. C'est le monde dans lequel nous vivons et c'est une approche raisonnable. Ce qui m'inquiète, c'est lorsque les politiques sont mises en place, mais ne permettent pas le mouvement des gens, mais qui interdisent pratiquement lorsqu'on n'a plus de façon légale d'entrer dans un pays, même avant l'entrée en fonction de l'administration actuelle. Donc disons que vous vivez au Honduras et que vous êtes menacé par des cartels et qui donc par exemple, il photographie votre petit garçon qui va à l'école et on menace d'enlever donc votre garçon. Bien sûr, vous allez chercher la sécurité, vous allez quitter et vous avez une famille, par exemple des parents aux États-Unis. Alors, bon, vous n'avez pas de façon légale d'entrer aux États-Unis. La seule façon, c'est de vous présenter au pays et de demander le refuge. Mais à ce moment-là, comme ça n'est pas le gouvernement de votre pays qui vous persécute, c'est un groupe criminel, à ce moment-là, donc vous n'avez même pas de droit en droit international de demander le refuge. On n'a jamais mis à jour, au fond, le droit d'asile pour tenir compte des situations actuelles. Alors, à ce moment-là, donc, les gens n'ont aucune façon de pouvoir entrer aux États-Unis de façon légale. Alors, comment est-ce que on peut dire que nous arrivons à une situation équilibrée donc entre les droits des États et les droits des migrants. À ce moment-là, c'est complètement déséquilibré, on ne tient plus compte de la dignité de la personne. Est-ce que le Vatican ou des organisations catholiques d'envergure mondiale jouent un rôle pour vous appuyer sur le terrain? Nous sommes soutenus par l'évêque ici. Et pourrions pas faire le travail que nous faisons sans l'appui de monseigneur Flores. Et le pape François est sans doute l'un de ceux qui a le plus défendu les droits des migrants. Et encore, il y a un mois, il a envoyé une lettre aux évêques américains pour parler de la migration et sans parler des hommes politiques. La teneur de sa lettre en fait, répond en fait à certains commentaires faits par le vice-président, donc même s'il est catholique et le pape François parle de l'amour qu'il ne faut pas donc, nous limiter simplement à notre famille immédiate et il reprend l'image du bon samaritain et pose la question: «Qui est mon prochain?» C'est celui qui a besoin de nous. Le pape François est sans doute l'un des meilleurs défenseurs du travail que nous faisons actuellement, même si nous ne sommes pas en contact direct avec lui.
Mais nous sommes reconnaissants pour l'appui que nous donne donc notre province jésuite, le diocèse où nous sommes, et de façon implicite à travers ces déclarations par le discours que tient le pape François. Est-ce que vous avez observé des changements dans la composition démographique des personnes qui se présentent à la frontière depuis les changements? Alors maintenant, donc, nous ne vont n'allons plus donc à la frontière. Donc les Mexicains qui se présentent actuellement à la frontière mexicaine sont obligés de rester dans le sud du Mexique. Alors, ils n'ont que 4 options. Donc, il y a soit les gens qui essaient de traverser la frontière de façon illégale, soit de rentrer dans leur pays, de rester dans un refuge. Mais en fait, il n'y a plus de gens qui se présentent dans les refuges ici de notre côté de la frontière. La population dans les camps, dans les refuges diminue de façon constante. Mais en fait, on peut dire que à chaque à 6 mois ou chaque 2 mois, donc il y a de nouvelles politiques et cela a eu des conséquences sur le plan démographique. Moi, quand je suis arrivé, il n'y avait aucun Vénézuélien, donc avant la pandémie. Et là, ensuite, depuis, ils se sont présentés en masse et la situation au Venezuela est évidemment très difficile. Il y a eu des élections l'an dernier qui ont été complètement falsifiées. Alors, il y a 7 millions de Vénézuéliens qui vivent à l'extérieur du pays et il y a moins d'un demi-million d'entre eux qui sont venus aux États-Unis. Mais ça, c'est une évolution démographique. Par exemple, quand je suis arrivé, il n'y avait pas d'Haïtiens, puis les Haïtiens sont devenus une partie importante de la population qui était présente ici. La situation en Haïti est terrible, en particulier dans la capitale, à Port-au-Prince, dont 80% de la ville est contrôlée par des gangs. La communauté jésuite dit qu'ils ne peuvent même pas quitter leur résidence en sécurité. Et en fait, l'archevêque de Port-au-Prince, il y a 2 ou 3 jours, parlait encore de la situation terrible, en Haïti. Alors, c'est ce qui explique, au fond, la présence de ces contingents de migrants à la frontière. Alors, au cours de la dernière année, je dirais que ce que nous avons observé surtout, c'est d'abord des gens du Mexique, du Honduras, d'Haïti et du Venezuela. Mais au refuge où j'étais, donc il y avait quelqu'un de l'Iran. Il a quitté l'Iran parce qu'il s'est converti au christianisme et il craignait pour sa vie sous le régime là-bas. Il y avait aussi un Russe qui a fui le service militaire en Russie. Donc ce sont des exemples. Évidemment, ce ne sont pas des cas représentatifs, mais ça montre qu'il y a des demandeurs d'asile de toutes sortes d'histoires. Vous avez une citation d'Ignace qui vous inspire et qui vous aide à continuer. Et comment est-ce que vous continuez? Donc, comment est-ce que vous ne vous épuisez pas? Une citation d'Ignace qui me vient à l'esprit. Enfin, je ne sais pas s'il l'a vraiment dit lui-même, mais c'est certainement dans son esprit. Alors, c'est ce que demandait donc à François Xavier, c'est d'aller embraser le monde. Alors, l'Église, au fond, c'est avant tout le peuple de Dieu. Et je vais à l'Église tous les jours, mais je ne m'intéresse pas donc à l'institution ou aux édifices. Non, ce sont les gens que je rencontre, c'est le peuple de Dieu. C'est pourquoi nous célébrons la messe là, non pas pour apporter le Christ aux gens, au contraire, mais pour être témoin de la présence du Christ chez ces gens-là. Donc le 20 janvier, donc quand on a annoncé là qu'on avait annulé tous les rendez-vous, donc des gens qui espéraient traverser la frontière, le lendemain, je suis allé donc dans un refuge pour célébrer la messe avec les gens. Et il y avait des larmes, les gens pleuraient dans nos bras, les gens étaient désespérés. Et les gens disaient donc, je savais qu'il était contre les immigrants, mais je pensais qu'il respecterait au moins donc les engagements qui avaient été pris. Et quand nous avons ouvert la discussion, et les gens disaient qu'ils étaient désespérés, terrifiés. Et une dame a finalement levé la main et elle s'est levée pour dire, la dernière chose que l'on perd, c'est l'espérance. Et je n'ai pas perdu l'espérance parce que mon espérance, ça n'est pas donc l'application pour le smartphone, ça n'est pas le président des États-Unis. Non, son espérance, c'est dans le Seigneur et mon espérance ne sera pas déçue. C'est là aussi que je place mon espérance. J'ai vu toutes sortes de choses désespérantes ici. Moi, j'ai vu des personnes enlevées, violées, exploitées, torturées,
J'ai vu des gens fuir des situations de violence insupportables et qui ont connu toutes sortes de problèmes en route. Mais en fait, c'est la réalité qui est la nôtre aujourd'hui. Et j'essaie de travailler pour la justice et pour un monde meilleur. J'essaie de construire le règne de Dieu ici sur terre. C'est ce que nous sommes appelés à faire comme chrétiens, faire notre part. Mais en fait, notre espoir, notre espérance ne s'appuie pas sur nos propres efforts, mais sur le Seigneur. Nous essayons de transmettre son amour. C'est ce dont nous avons besoin, j'en ai besoin, c'est ce dont tout le monde a besoin. Et c'est là que je trouve mon appui, c'est dans notre foi. Le salut nous vient du Seigneur qui est venu, qui a souffert, qui a partagé notre souffrance et qui est ressuscité le troisième jour pour nous ouvrir le salut du péché et la vie. Is there any Est-ce acknowledgement que and or understanding of on how U.S. comprend foreign policy in these countries and with their governments has contributed comment to this crisis? les gouvernements des autres pays ont pu contribuer à cette crise? Bah, écoute, c'est une immense question, mais c'est évidemment quelque chose qui n'est pas comprise aux États-Unis. Donc, évidemment, les défenseurs des migrants, c'est l'un des points que nous aimons développer. Donc, on ne peut pas parler donc, des problèmes de migration sans expliquer les raisons qui poussent les gens à quitter leur pays. C'est certainement vrai en Amérique centrale, donc les gens qui viennent du Honduras, du Guatemala, du Salvador, mais ça a commencé déjà dans les années 80, mais ça dépend donc des politiques donc, qui sont en place depuis des années. Le Mexique aussi est un autre cas, mais c'est sûr que la politique étrangère des États-Unis depuis des années et des années est aussi donc une source de problèmes dans ces pays et est à la racine des flot de migrants qui se présentent à notre frontière. Donc, très rapidement, dans les années 80, donc on, on a été très dur contre les criminels dans ce pays. Sous Reagan, on a déporté des gens. On a même donc, on a renvoyé ces gens-là en Amérique centrale, donc alors qu'ils sortaient de prison. Alors, ces gens-là ont développé donc une culture des gangs criminalisés, donc ils l'ont trouvé en Californie et ils l'ont rapporté donc dans les pays où ils étaient expulsés. Et alors, ça s'est développé et ça a créé ces terribles cartels. Et donc, on a maintenant, ils ont des contacts aux États-Unis. Maintenant, donc, on les renvoie de nouveau en Amérique centrale. Mais évidemment, les gens ne vont pas aller cultiver la terre là-bas. Ils vont continuer leurs activités criminelles là-bas. Donc, en fait, certainement que nos politiques ont aussi contribué à créer une culture de criminalité qui est absolument partout, donc en Amérique centrale. Alors, on parle maintenant donc d'expulsion de masse. Nous allons simplement euh, multiplier donc le ressentiment et la haine dans ces pays-là. En fait, moi, je pense que pour la plupart, nous expulsons des gens qui ne sont pas des criminels, mais que nous criminalisons parce que nous disons qu'ils sont entrés de façon illégale. Mais en fait, même lorsque ce sont des criminels que nous expulsons, nous ne faisons que provoquer d'autres problèmes dans leur pays d'origine. How do you balance Comment providing direct est-ce que aid vous faites and l'équilibre entre advocating l'aide for humanitaire policy in et alignment with Catholic le principles? plaidoyer pour que les lois soient modifiées dans le sens de l'enseignement social catholique? Bon, ce sont des questions qu'il faut équilibrer, mais je dirais que nous mettons l'accent sur l'accompagnement pastoral, l'accompagnement sacramentel. C'est notre premier travail comme jésuite et comme prêtre. Nous nous appuyons sur d'autres pour qu'ils, eux, offrent de l'aide humanitaire et fassent davantage de travail de plaidoyer là où nous sommes. Mais il y a des gens qui sont des professionnels de ce travail. Moi, ça n'est pas. Non, nous sommes des professionnels des sacrements. Alors, les gens donc nous disent, ben, en fait, pourquoi est-ce vous n'allez pas donc à l'université faire du droit pour pouvoir défendre les droits? Ben, écoutez, j'ai déjà fait 6 ans d'études universitaires pour devenir prêtre, alors je pense que je vais d'abord faire ça pour aider les gens. Mais nous offrons aussi de l'aide humanitaire, des aliments, mais il y a aussi d'excellentes personnes donc, sur lesquelles nous pouvons compter et qui, eux, peuvent prendre des initiatives dans ces domaines-là. Nous essayons de faire aussi un peu des deux. Donc, notre aide humanitaire est plutôt réduite, mais c'est déjà quelque chose. Ce que nous donnons peut aussi aider et nous pouvons quand même donner à la mesure de nos besoins et le plaidoyer que nous faisons. Bon, on ne réécrit pas la loi de l'immigration, mais si nous pouvons parler, disons, à des sénateurs ou à certaines personnes, donc nous sommes heureux de le faire. Nous partageons aussi donc des témoignages avec les politiciens, avec des journalistes aussi.
mais c'est un équilibre. Mais je dirais que notre priorité, c'est la pastorale des sacrements, parce que c'est notre véritable champ de compétences, mais nous essayons de faire aussi d'autres choses, mais nous comptons sur nos partenaires. Are you aware of Connaissez-vous des organizations organisations qui desservent qui offrent des services aux migrants et qui ont été ciblées par le gouvernement? Tout à fait. Un exemple qui me vient à l'esprit maintenant, c'est cette famille qui a vécu dans le sud du Texas pendant 10, 15 ans et ils ont 5 enfants, 4 sont nés aux États-Unis. Une des filles, 10 ans, elle a un cancer, une tumeur au cerveau. Elle avait des douleurs à la tête, ils l'ont emmenée au bureau, à l'hôpital et ils l'ont envoyée à Houston pour qu'elle puisse avoir une chirurgie, enlever la tumeur. Et donc, ils ont dû se rendre, la famille a dû se rendre à Houston régulièrement pour les suivis, etc. Et maintenant, ce couple est sans papier, c'est-à-dire ils ont des enfants qui sont nés aux États-Unis, donc sont naturalisés américains, mais quand ils ont été à l'hôpital après janvier, donc après les élections, il y avait un point un checkpoint de vérification et donc ils ont été arrêtés. Ils pouvaient pas présenter leur, ils n'avaient pas de papier, mais ils ont présenté donc ils avaient fait la demande pour le visa et cetera. Ils ont présenté toute la documentation médicale, qu'ils avaient une petite fille qui devait aller à l'hôpital et ils les ont détenus. Ils les ont, pris et détenus. Et ils ont même parlé avec l'hôpital et le couple a fini par être déporté. Ils avaient l'option de laisser leurs enfants aux États-Unis et eux de partir, mais ils ont décidé de partir avec les enfants. Donc, ce cas a été pris par des organisations pour la défense des droits de la personne et donc c'est monté jusqu'au gouvernement fédéral. C'est juste un exemple d'une organisation, TCRP, qui en fait se bat pour la défense des droits des personnes. Et parce que souvent, c'est ce genre de situation, des familles qui sont pratiquement happées par le système d'immigration et les politiques qui sont en vigueur maintenant. Et donc, encore une fois, on priorise en fait tout ce qui est bureaucratique versus tout ce qui sont les besoins humains. Il y a quelques mois, hein, j'ai entendu qu'il y avait des millions de personnes de différents pays qui s'avançaient vers la frontière mexicaine, entre Mexique et les États-Unis. Est-ce que c'est un mensonge? Je ne pense pas qu'on puisse parler de millions, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes et qui viennent de partout. Des gens qui trouvent le moyen de se rendre jusqu'en Amérique centrale, qui viennent de Chine, d'Afrique, de Russie. Et la plupart donc utilisent l'application et rentrent dans le pays. Donc ils ont un rendez-vous et donc ils arrivent au Mexique, ils utilisent leur, téléphone intelligent pour entrer légalement dans le pays et il y a une année, pendant l'administration Biden, on a eu 2 millions de personnes qui sont entrées dans le pays à travers leur application smartphone ou le système régulier. Donc 2 millions d'entrées. C'est comme si on était envahi. Mais je veux contextualiser un peu ça parce que les chiffres sont importants. On ne peut pas simplement jeter un chiffre comme ça. Pendant cette même année, 1 million de personnes ont quitté le pays. Ça fait beaucoup de gens, ça aussi. Beaucoup de gens qui ont quitté. Ça veut dire qu'il y en a 2 millions qui sont rentrés, mais 1 million qui est sorti. Donc, on a un gain net d'1 million de personnes. C'est sûr que c'est beaucoup de gens sur un an à travers l'immigration. Mais je vous rappelle combien de gens vivent aux États-Unis? Plus de 330 millions de personnes. On est le troisième pays avec le plus de population après l'Inde et la Chine. Et un grand pays, un pays très, très vaste comme superficie après la Russie et le Canada.
Donc, si vous avez une école jésuite qui a 1000 étudiants, ce serait l'équivalent d'ajouter 3 nouveaux étudiants chaque année. Après 4 ans, vous avez 12 nouveaux étudiants dans votre école, mais une école de 12 000. Donc, si, euh, si vous, comment dire, si vous éparpillez ces personnes, on ne peut pas dire que la culture de l'école est modifiée à cause de l'invasion des nouveaux élèves. Donc, même le maximum d'entrées qu'on a autorisé aux États-Unis, 2 millions, ce n'est pas aussi important que ce qu'on pourrait l'imaginer. Et si on les distribue dans le pays, dépendamment de leurs besoins, de leurs intérêts, de leurs contacts, de leur famille, ils s'intègrent sans envahir notre pays, sans changer la culture non plus. On est un pays qui a été bâti sur les migrants. Et c'est un pays aussi, le nôtre, qui a démonisé ou criminalisé les migrants. Alors, quand on parle de millions de personnes, je pense qu'on grossit. Peut-être, dans le temps, on peut se rendre jusqu'à 2 millions, mais c'est toujours très important de contextualiser les chiffres. Et une fois qu'on comprend le contexte, on se rend compte qu'il n'y a pas un volume non raisonnable de migration qui se, qui se vérifie. Donc, si on prend tous les risques qu'il y a au Mexique, y compris le kidnapping, l'exploitation, et le nombre de personnes qui choisissent la voie légale est énorme, malgré tout. What are the biggest humanitarian needs right Quels sont les now? besoins And humanitaires how les plus has criants Del maintenant? Camino Et adapted comment to Del these Camino needs? s'est adapté pour répondre à ces besoins? Je dirais les besoins humanitaires se réduisent alors que la population migrante se réduit. Donc, on continue à offrir notre aide, mais on visite maintenant un refuge qui peut-être accueille 40 personnes au lieu de 2000 personnes comme avant. Donc, c'est sûr que les besoins humanitaires sont moins élevés, simplement parce que la population se réduit. Mais on continue à offrir ces services. Les besoins humanitaires, dans un sens humain, ça reste en présence. Il y a beaucoup d'organisations qui ont dû fermer ou se retirer parce qu'elles n'avaient plus les financements américains, étant donné le retrait des financements pour toutes ces organisations. Donc, il y a beaucoup de migrants qui se retrouvent dans ces refuges et qui sont complètement abandonnés. Donc, même s'il restait juste 20 personnes dans le refuge, il y aurait toujours un besoin de présence, la présence de personnes qui sont là pour dire, on est là, on prend soin de vous, l'Église est là, vous êtes l'Église. Ça, ce sont des besoins humains aussi, humanitaires dans un sens. En termes de besoins matériels, bien sûr, on a besoin d'alimentation, d'aliments, parce qu'on a perdu des subventions des Nations Unies, du gouvernement, donc on a besoin de continuer à répondre aux besoins. Euh, et donc, on s'adapte aux besoins humanitaires qui changent, même avec Do you le see nombre de any personnes aussi qui se opportunities for réduit. meaningful change or Est-ce que vous reform in voyez border des policies opportunités moving forward? d'apporter des changements importants au sein des politiques frontalières, étant donné qu'il y a une situation constamment changeante, la dynamique pourrait changer. Alors, actuellement, euh, il y a, c'est-à-dire l'ordre qui a été, ou en tout cas la décision qui a été rendue comme quoi il faut contrer cette invasion est absolument inconstitutionnelle, mais ça peut prendre des mois, ça peut s'en aller en Cour suprême, ça peut être objet d'un appel, mais je suis optimiste comme quoi c'est ça qui va faire modifier, qui va défier, dans le fond, les politiques qui sont en place actuellement, tous les mécanismes anti-immigration. Maintenant, il y a aussi l'argument économique. Alors moi, j'utilise beaucoup les arguments humains
qu'on est un pays qui comprend la migration, les dynamiques humaines. Il faut qu'on trouve des moyens légaux pour accueillir l'immigration. Donc, pas pour accueillir n'importe comment les gens, mais trouver comment des systèmes pour réguler l'immigration. Mais si on ne veut pas accepter l'argument humanitaire, il suffit de regarder la démographie et l'économique. Notre pays s'assoit, en fait, est assis, sérieusement assis sur le travail des migrants souvent non déclarés, sous-payés, non protégés. Et, entre 4 et 5 millions de migrants sans papier sont considérés des travailleurs essentiels. Donc, ce sont des gens dont on a besoin. Imaginez si on devait tous les déporter. À part que ce ne serait pas possible, mais ça mettrait en sérieuse difficulté notre économie, notamment le secteur de la construction et de l'agriculture. Donc, on va voir, l'économie américaine est déjà en crise actuellement. On parle de menaces terroristes et on met en péril nos relations avec nos voisins, mais il on parle de déporter des migrants. On va voir quelle va être la réponse de l'économie si on se trouve face à un manque de travailleurs. On ne fait plus d'enfants non plus. Et c'est sûr que la présence des migrants peut renforcer notre économie et notre société ultimement. Alors, si vraiment on veut amener l'argument économique, c'est paradoxal. Je ne serais pas totalement surprise si dans 2 ans, Donald Trump disait: «J'invente ce nouveau parcours pour les travailleurs pour qu'ils viennent dans notre pays. On déteste les criminels, mais on a besoin des bons migrants qui viennent travailler». Bon, on va commencer à offrir des visas aux personnes qui sont prêtes à venir. Peut-être même simplement créer une application via un téléphone intelligent que les gens pourront utiliser, donc réinventer des choses qui existent déjà. Alors peut-être que ça va arriver et peut-être qu'à un moment donné, c'est l'économie qui va lui forcer la main et ça va renverser la vapeur. Peut-être. Je ne peux pas savoir. Peut-être c'est un espoir, une prière que je porte, mais peut-être que l'argument économique pourrait être justement celui qui va renverser notre attitude face à la migration. Mais c'est probablement sans doute encore Thank un you, rêve. Brian. We don't have Merci time for beaucoup, any more Brian. questions. Nous n'avons plus beaucoup de temps On pour behalf d'autres of the questions. Jesuits of Alors, au nom Canada des and Jésuites du for our Canada audience tonight, et notre I public, want to ce soir, express our j'aimerais gratitude vous for your exprimer powerful, notre eye-opening gratitude presentation pour cette on magnifique Del Camino in your présentation sur ministry Del there. Camino, votre Your firsthand ministère account of the là-bas. realities faced by Le migrants in témoignage de countries la on the US réalité vécue Mexico par les border migrants et les and the réfugiés aux drastic frontières du changes in Mexique, policy that États-Unis continue to et les shape their changements lives politiques drastiques qui gives us continuent à much to façonner nos reflect vies on. nous donnent beaucoup de matière Your à work réflexion. embodies Matthew 25. Votre I am a stranger and mission welcome you. donne vie In a à world where ce que dit migrants are Matthieu, often met Matthieu with 25, barriers rather j'étais than un étranger, vous trust, m'avez you and accueilli. your team stand as a witness to Vous Christ's êtes love, un témoin de l'amour assuring de us that Dieu en those forced montrant to que flee find not only material aid, ceux but qui sont dignity, forcés à compassion, and quitter, hope. à partir, Rooted ont in besoin d'aide, Navajo d'aide bien faith sûr and matérielle, mais Jesuit également mission to d'aide bring men and spirituelle, women de for dignité, de and with compassion et others. d'espérance. Your response Votre to these réponse unfolding à challenges ces reminds défis us of Pope nous Francis' rappelle de call l'appel to du build a pape culture of François à encounter. You showed what bâtir it une means to culture de la welcome the rencontre. vulnerable, Vous êtes to la listen preuve de ce que deeply, cela veut and dire to que d'accompagner les respond plus with faith vulnérables and et action. d'écouter Thanks et for your répondre courage and avec commitment foi et and action. your Merci pour unwavering votre service to courage, pour those votre on the engagement margins. et pour Please votre be assured service of our constant prayers for pour you les plus and your team marginalisés. and the many Restez assurés migrants de and nos refugees prières that pour you vous, vos serve. équipes et les Thank nombreux you. migrants et réfugiés que Patricia. vous aider. Alors, merci beaucoup, merci Patricia, merci pour tous ceux qui ont participé. Et j'aimerais remercier tout spécialement les interprètes. Je sais que je parle très vite, alors merci beaucoup. Merci, que ça a bien été également pour nos participants francophones. Alors, je vous garde dans mes prières également. And I'd like to Merci. thank David and Albert and Merci, Isabel for David, their Albert, work Isabelle, pour votre and travail et technical pour support l'appui tonight. And finally, thank you technique to all aussi. our
Et merci à tous nos participants qui étaient avec nous ce soir. Bonne soirée, chacun, chacune.